Greystone rises from the Atlantic foam, where the Queen's name was carved in the wall. After the embers, after the fire and smoke, a goddess of flame walked through the hall. Now the black gates are silent and deep, guarding the secrets the granite must keep. Oh, Manderley, sanctuary of the tide, where the echoes of Rebecca still hide, with a wall above ivy and a heart of stone. You stand in the silence, yet never alone, a fortress for 1,000 voices. Creeping Lear climbs the crenellated towers, watching the seabirds in their flight. From the ramparts wails is a ghost on the line, dissolving into the violet night. The arc of the windows is a prayer in the stone, in a language only the wind has known. Only the wind has known. Deep in the garden, under the wild, is the tunnel that carried the ghost of the child. Down to the sand where the legends are told, before the silver turned into gold. Oh, Manderley, sanctuary of the tide, where the echoes of Rebecca still hide, with a wall above ivy and a heart of stone. You stand in the silence, yet never alone, a fortress for 1,000 voices. Sanctuary of stone. In the silence. Enya, de son vrai nom Ethne Padraigin est née accent aigu Brownin, et bien plus qu'une simple chanteuse, c'est une véritable architecte de monde sonore. Née en Irlande, elle a façonné une carrière unique en fusionnant la majesté de la musique classique, les résonances celtiques ancestrales et les rythmes profonds des musiques du monde. L'incarnation d'un univers mystérique sur ce portrait, Enya dégage une élégance intemporelle et presque irréelle. Avec ses cheveux d'un brun très sombre, coupés courts avec une fine frange qui souligne un regard clair et pénétrant, elle possède une peau diaphane qui capte doucement la lumière. Son allure, simple mais raffinée avec ce haut blanc lumineux et ce pendentif discret, reflète parfaitement la pureté mystérieuse qui émane de son art lire sa musique. Un paysage pour les oreilles lorsqu'on écoute Enya. On ne perçoit pas une seule voix, mais une chorale monumentale. En studio, elle s'isole de longs mois pour enregistrer et superposer sa propre voix des dizaines, voire des centaines de fois, créant ainsi une texture riche, vibrante et enveloppante. C'est une musique qui s'écoute avec le cœur et se lie avec les oreilles. Elle évoque instantanément l'immensité de l'univers, la force tranquille de la mer et le souffle du vent dans les forêts sauvages. Des titres comme Orinoco Flow You Only Time ne sont pas de simples chansons, ce sont de véritables voyages sensoriels. On y retrouve l'influence de la grande musique orchestrale croisée avec des percussions organiques et des synthétiseurs atmosphériques. Ces mélodies semblent tout droit sorties d'un monde elfique ou d'une ancienne légende oubliée. Son refuge, l'histoire du château de Manderley Enya est connue pour être très discrète, vivant loin du tumulte, entourée de ses chats, dans une demeure historique de la côte est irlandaise, au sud de Dublin. Sur cette image, on découvre une forteresse majestueuse de style victorien en pierre grise, flanquée de hautes tourelles crénelées. La végétation reprend doucement ses droits avec de la lierre grimpant le long des façades, tandis que l'entrée est lourdement protégée par de grandes portes noires et opaques, préservant le domaine des regards extérieurs. Ce monument historique, figé dans le temps, a traversé de nombreuses vies. 1840, le château est construit par le juge Robert Warren pour célébrer l'accession au trône de la reine Victoria. Il est logiquement baptisé Victoria Castle. 1928, un terrible incendie ravage l'intérieur de la bâtisse les années 1930. Il est racheté et magnifiquement restauré par Sir Thomas Power, issu d'une célèbre famille de distillateurs de whisky irlandais. Fasciné par cette renaissance, il le rebaptisa Yisha Castle, en hommage à une déesse surgissant des flammes issues d'un roman de Mashraï Deragar 1997. Enya acquiert le domaine et ses 14 000 mètres carrés de jardin sauvage et boisé. Grande amatrice de littérature, elle le renomme Manderley Castle en référence à la célèbre demeure au cœur du roman Rebecca de Daphné du Maurier. Aujourd'hui, depuis le sommet de ses tours,
il est possible d'admirer l'immensité de la mer d'Irlande jusqu'aux côtes du pays de Galles. La légende des lieux raconte même qu'un ancien tunnel secret, aujourd'hui condamné, permettait autrefois de rejoindre directement la plage en contrebas depuis les jardins. C'est dans ce cadre grandiose et coupé du monde qu'Enya continue de puiser l'inspiration. L'art d'Enya est un vaste territoire qui ne demande qu'à être exploré. Derrière les mélodies apaisantes se cache une ingénierie sonore fascinante, et une mythologie profondément ancrée dans son processus créatif. Voici une plongée plus intime dans les coulisses de son univers. Les murmures elfiques et l'immensité de l'univers, il n'est pas surprenant que la musique d'Enya évoque si puissamment les mondes elfiques, la magie et le cosmos. Son style, qui navigue à la croisée du classique, de la musique celtique et des musiques du monde, possède une dimension céleste. Cette connexion avec le fantastique a trouvé son apogée en 2001, lorsque le réalisateur Peter Jackson lui a demandé de participer à la bande originale du film Le Seigneur des Anneaux, La Communauté de l'Anneau. Elle y interprète notamment le titre Aniron, chanté entièrement en sindarin, la langue des elfes inventée par J.R.R. Tolkien. Écouter cette œuvre, c'est comme se tenir au bord d'une falaise sous une nuit étoilée, face à l'immensité de l'univers, bercé par une voix qui semble traverser les millénaires. Pour Enya, la voix n'est pas seulement un instrument pour raconter une histoire, c'est une texture, un élément naturel au même titre que le vent ou la lumière. Elle utilise d'ailleurs parfois une langue qu'elle a elle-même co-créée avec sa parolière, le loxian, un langage fictif et poétique conçu pour explorer des émotions que les mots de tous les jours ne peuvent traduire. Le laboratoire sonore, l'histoire d'Aigle Studio. La magie d'Enya ne serait rien sans son équipe de toujours, la parolière Roma Ryan et le producteur Nicky Ryan. Ensemble, ils ont fondé leur propre espace de création, un lieu mythique pour les amateurs de musique New Age. Aigle Studio. Les origines, année 1980, à ses débuts. Le studio n'était qu'une installation modeste construite par Nicky Ryan dans sa propre maison à Hartan, dans la banlieue nord de Dublin. C'est là, loin des pressions de l'industrie musicale traditionnelle, que le trio a pu expérimenter la technique du mur de voix. C'est entre ces murs historiques qu'a été peaufinée la technique signature d'Enya. Nicky Ryan a eu l'idée de superposer la voix d'Enya jusqu'à 500 fois sur une même piste analogique. L'objectif n'était pas de créer un chœur humain classique, mais de générer un instrument entièrement nouveau, d'une puissance et d'une douceur inégalées. Le déménagement, fort du succès mondial de l'album Watermark, 1988. Le studio a ensuite été relocalisé et modernisé à Killiney. Ce sanctuaire technologique et acoustique a permis au trio de continuer à travailler dans le plus grand secret, à leur propre rythme, prenant parfois jusqu'à 5 ans pour concevoir un seul album. Une plongée au cœur d'une peinture vivante, le clip de Caribbean Blue. Pour ressentir pleinement la poésie d'Enya, il faut se représenter la richesse visuelle qui accompagne sa musique. Le clip de la chanson Caribbean Blue, sorti en 1991 et réalisé par Michael Joguegan, est un chef-d'œuvre de l'illusion poétique, conçu pour être exploré comme un rêve. L'image s'ouvre sur un livre de contes ancien, épais et relié de cuir, dont les pages se tournent d'elles-mêmes sous l'effet d'une brise invisible. Soudain, le spectateur est aspiré à l'intérieur de la page. Nous nous retrouvons au cœur d'une peinture vivante, directement inspirée par le style du peintre américain Max Field-Parrish. Les décors sont bidimensionnels, peints à la main avec une minutie extrême. Le ciel y est d'un bleu profond et réel, chargé de gros nuages ronds, cotonneux et dorés par une lumière de fin de journée. L'atmosphère générale évoque la délicatesse d'un jardin enchanté où s'épanouiraient des roses, du muguet et de généreuses grappes de lilas, baignées dans une clarté crépusculaire. Enya apparaît au centre de ce monde impossible, vêtue d'une longue robe fluide d'un bleu nuit profond qui contraste avec la pâleur lumineuse de son visage. Elle se tient immobile, chantant doucement, tandis que la caméra glisse et flotte à travers des arches de pierre antiques et des colonnes suspendues dans le vide. Autour d'elle, de jeunes garçons aux allures de chérubins, vêtus d'habits d'époque, chassent des papillons translucides avec de petits filets. La perspective est volontairement faussée, créant un labyrinthe paisible et sans fin où la nature et l'architecture antique s'entremêlent de façon magique et hors du temps. Greystone rises from the coast of fire, ivy fingers on a granite spire. Closed doors of coal and iron keep the time, watching the currents in their ancient rhythm. Oh, Manderley, your heart is held in stone, secrets whispered in a language all your own. A wall of voices in the Atlantic spray.
past the statues that the solitaire hardens. High arch windows like a frozen song, where the shadows of the Victorians throng. The dark gates are shut again, a world within a world in the gray light, in the stone. Les racines celtiques, l'émergence de Clana avant de devenir une icône planétaire. Enya a forgé son identité musicale dans les brumes du comté de Donegal, au nord-ouest de l'Irlande, dans la paroisse de Gweedore. C'est une région du Gaeltacht, où le gaélique irlandais est la langue maternelle. Issue d'une grande famille de musiciens de taverne, elle baigne dès son plus jeune âge dans la pure tradition celtique. En 1980, à l'âge de 19 ans, elle est invitée à rejoindre Clana, le groupe familial déjà bien établi, composé de ses frères, de sa sœur aînée Moya et de ses oncles. Elle y joue des claviers, notamment du synthétiseur Prophet 5, et assure les chœurs sur les albums Crânio accent aigu et LF1. Cependant, sa vision musicale dépasse le cadre de la musique folklorique traditionnelle. Nicky Ryan, alors manager du groupe, est fasciné par les harmonies vocales de la jeune femme et commence à conceptualiser l'idée d'une chorale d'une seule voix. Face aux réticences du reste du groupe, qui souhaite rester fidèle à ses racines acoustiques, Nicky Ryan est renvoyé en 1982. Convaincu par le potentiel de cette nouvelle direction sonore, Enya quitte Clana dans la foulée pour s'isoler avec Nicky et Roma Ryan. C'est le véritable point de départ de son propre mythe. Watermark, le raz de marée mondial, après quelques années à composer pour des documentaires, dont de Celt pour la BBC, et un premier album éponyme confidentiel, l'explosion mondiale se produit en 1988 avec l'album Watermark. Cet opus redéfinit entièrement ce que l'on appelle aujourd'hui la musique ambiante ou New Age, bien qu'Enya rejette généralement cette étiquette, préférant parler simplement de musique d'Enya. Watermark n'était pas conçu pour être un succès commercial pop, c'est un disque atmosphérique, mélancolique, mêlant des chœurs en latin, des synthétiseurs courtois et des percussions subtiles. Pourtant, le label Warner lui laisse une liberté créative totale, un pari audacieux qui se soldera par des millions d'exemplaires vendus à travers le monde, propulsé par le titre inattendu Orinoco Flow. La toile d'aquarelle vivante, le clip de Orinoco Flow. Le succès de l'album est indissociable du traitement visuel novateur de son titre phare, Orinoco Flow, également réalisé par Michael Joguegan. Le clip vidéo est une véritable prouesse technique pour l'époque et une merveille d'esthétique onirique. Dès les premières secondes, l'écran ne montre pas une simple vidéo, mais une aquarelle animée. Grâce à des techniques de peinture sur pellicule et d'incrustation vidéo complexes, chaque image semble avoir été brossée à la main sur une toile texturée. Enya est filmée en gros plan, son visage encadré par ses courts cheveux noirs, chantant avec un léger sourire énigmatique. Autour d'elle, les décors se forment et se dissolvent comme des taches d'encre colorées dans l'eau. Les teintes dominantes sont des pastels délavés, des bleus céruléens, des verts d'eau et des violets doux. Au fur et à mesure que le rythme de la chanson s'accélère avec son célèbre pizzicato de cordes synthétiques, des images évocatrices du voyage défilent derrière elle, et se superposent à son visage, un grand voilier fendant les vagues. Des cartes du monde anciennes dessinées à l'encre de Chine, la faune exotique, des colibris battant des ailes, et des fleurs de lotus s'ouvrant au ralenti. L'effet global crée l'illusion qu'Enya ne se trouve pas dans un studio, mais qu'elle est elle-même une apparition fluide, flottant au milieu d'un courant maritime infini et coloré. Le paradoxe de la scène, la plus grande particularité de la carrière d'Enya réside sans doute dans son rapport au public. Avec plus de 75 millions de disques vendus, 4 Grammy Awards et une nomination aux Oscars, elle est l'artiste irlandaise vendant le plus de disques en solo de l'histoire, juste derrière le groupe U2 toutes catégories confondues. Pourtant, Enya n'a jamais fait de tournée de concert. La complexité technique de sa musique, qui repose sur des centaines de pistes vocales superposées en studio, rendait pendant longtemps la reproduction en direct presque impossible sans un playback intégral ou l'embauche d'une immense chorale qui aurait dénaturé l'intimité de son mur de voix. Elle a ainsi bâti un empire musical et une aura de mystère inégalée, choisissant de n'exister pour le grand public qu'à travers la pureté de ses enregistrements studio et la poésie visuelle de ses clips, cloîtrée dans son château face à la mer d'Irlande.
Voici l'image du château de Manderley, tel qu'il se dresse aujourd'hui. Pour entrer pleinement dans cette image, il faut se représenter une forteresse qui semble tout droit sortie d'un roman gothique du XIXe siècle. Au premier plan, l'intimité du domaine est farouchement gardée par un mur d'enceinte massif et de pierres brutes et irrégulières. Au centre de ce mur se dressent de très hautes et lourdes portes en bois peints en noir corbeau. Elles sont totalement opaques, composées de grands panneaux verticaux encadrés de montants épais, fermant la voie et interdisant le moindre regard vers l'intérieur de la propriété. Derrière cette barrière s'élève le château lui-même. Il est construit dans une belle pierre de taille d'un gris clair, dont on devine la texture rugueuse, patinée par le vent salé de la mer d'Irlande. L'architecture est de pur style néo-gothique victorien. Sur la gauche, une structure arrondie forme un bastion dont le sommet est couronné de créneaux réguliers, ces fameuses découpes en forme de dents qui ornent les remparts. Sur la droite, le bâtiment s'élance plus haut pour former une majestueuse tour principale, elle aussi crénelée, surmontée de quelques fines cheminées qui se découpent sur un ciel très pâle. Les fenêtres du château sont hautes, étroites et se terminent en arc de cercle à leur sommet, rappelant les meurtrières ou les vitraux d'anciennes abbayes. Description détaillée environnement et atmosphère. Minuit 4, la vidéo de 10 secondes s'ouvre sur une forêt ancienne, dense et profondément magique, baignée dans une brume matinale onirique. Au premier plan, de part et d'autre de l'image, se dressent les bases de deux arbres colossaux et séculaires. Leurs troncs massifs, à l'écorce brune profondément nervurée, sont tapissés d'une épaisse couche de mousse d'un vert éclatant, particulièrement sur les racines noueuses qui s'enfoncent dans le sol de façon tentaculaire. Le parterre forestier est richement recouvert de grandes fougères luxuriantes aux frondes minutieusement découpées. Au centre de la clairière, une petite mare à l'eau parfaitement cristalline reflète la lumière et les arbres environnants. Les rives de ce bassin sont parsemées d'une multitude de délicates petites fleurs aux pétales d'un blanc pur et violacé, rappelant des clochettes sauvages. L'éclairage est volumétrique, de puissants et doux rayons de soleil percent la lourde canopée, créant des puits de lumière dorée qui traversent l'humidité de l'air. Dans cet espace éthéré, des dizaines de particules lumineuses, semblables à des lucioles dorées ou des poussières féeriques, flottent et tourbillonnent lentement en suspension. Le plan de caméra s'avance lentement et de manière fluide vers la mare, immergeant le spectateur dans ce sanctuaire naturel. Ambiance sonore, le visuel est accompagné d'une bande sonore mystique. Une voix de femme, douce, réverbérée et éthérée, entame un chant lyrique dans une langue imaginaire aux sonorités elfiques. Les paroles audibles, prononcées avec une grande limpidité, semblent être « Ciel mardi, le Ondofanali ». Ce chant incantatoire est soutenu par un léger fond sonore atmosphérique, amplifiant le caractère sacré, paisible et surnaturel des lieux. Action et dénouement, minuit 5 minuit 10, à la 5e seconde, le calme absolu de la clairière est rompu par l'apparition gracieuse d'un grand loup d'un blanc immaculé. Le majestueux canidé émerge silencieusement de derrière le tronc de l'arbre géant situé sur la gauche. L'animal est imposant, doté d'une épaisse fourrure hivernale lumineuse, et d'un regard perçant aux iris ambrés. Il s'avance d'un pas noble, souple et assuré jusqu'au bord de l'eau. Arrivé sur la rive, le loup s'arrête et penche lentement la tête. Dès l'instant où son museau effleure la surface tranquille de la mare pour s'y abreuver, une puissante magie visuelle se déclenche, une onde d'énergie lumineuse et brumeuse, d'un blanc incandescent, jaillit du point de contact. Cette vague éthérée se propage instantanément sur la surface de l'eau sous forme de volutes, et balaie les rives fleuries de part et d'autre, illuminant l'ensemble de la scène d'une aura fantastique éclatante juste avant que la vidéo ne s'achève. Historique, le sanctuaire elfique et le loup blanc, ce lieu, souvent désigné dans les légendes anciennes et les récits de haute fantaisie, comme le sanctuaire de l'Aube, ou la clairière des premiers-nés, est le vestige d'une forêt primordiale où la magie sylvestre est restée intacte depuis les premiers âges du monde. Les arbres colossaux qui s'y dressent sont des sentinelles millénaires, façonnés par les premières lignées elfiques pour protéger les sources d'eau sacrée. Ces eaux cristallines ne sont pas de simples mares, elles sont les artères de la terre, chargées d'une énergie vitale pure capable de révéler la véritable nature magique des êtres qui s'y abreuvent. Le grand loup blanc qui y apparaît n'est pas un simple animal sauvage, mais une incarnation mythologique, un esprit gardien omniprésent dans les croyances ancestrales. Vénéré comme un guide spirituel, un protecteur des royaumes oubliés, et un émissaire de la nature sauvage, le loup blanc symbolise la pureté absolue, la sagesse instinctive et le lien indéfectible entre le monde physique et le monde magique. Historiquement, dans les mythes fondateurs et les littératures fantastiques, l'apparition d'un loup d'une telle blancheur est un présage extrêmement rare, annonciateur d'un renouveau. Lorsqu'il touche l'eau sacrée, l'onde de lumière qui s'en dégage est la manifestation physique d'une ancienne bénédiction, le réveil de la magie du sanctuaire par son gardien légitime. Le chant elfique qui résonne dans les airs n'est autre qu'une incantation mémorielle, un écho du passé laissé par les anciens elfes pour honorer la venue du loup, et célébrer l'harmonie perpétuelle entre les forces de la nature et les énergies surnaturelles. De la pierre d'ombre à l'éclat des cieux, s'il m'avait à
Florine Fanali. Le voile se ferme sur la mer d'Irlande. Écoute le vent emporter la légende. See